Je vais vous parler de la Corée du Sud plus précisément. Donc je vous donne quelques mots de vocabulaire. Je vais mentionner la présidente qui s'appelle Park Geun-hye. Je vais également parler d'une certaine Choi Soo-sil. Je vais évoquer Park Chung-hee. Je vais parler des chaebol. Les chaebol, ce sont des conglomérats d'entreprises en Corée du Sud. Je vais évoquer l'écriture Hanja et l'écriture Hangul. Je vais aussi parler rapidement d'îles qui s'appellent Todko en coréen et Takeshima en japonais. Je vais parler d'un certain Syngman Rhee, de deux fondations. L'une s'appelle K-Sport, c'est en anglais je suppose, et l'autre Mir. Je vais vous parler également de Lee Jae-yong, qui est la personne à la tête de Samsung, donc Lee Jae-yong. Je vais évoquer une entreprise de transport maritime qui s'appelle Hanjin Shipping. Vous connaissez Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Et puis quelque chose qui s'appelle Saenuri. Je retrouverai la référence. Voilà. Voilà, c'est tout normalement. Merci pour votre attention. Ouais, j'enregistre juste déjà là en fait. Ouais. Allons-y, on commence. Bonjour mesdames et messieurs. Je souhaiterais vous parler aujourd'hui de la Corée du Sud. Je vais commencer par une présentation générale de ce pays, pour ensuite aborder son actualité qui, comme vous le savez, a été assez chargée dernièrement. En effet, des scandales ont éclaboussé le chef de l'État, la présidente Park Geun-hye. En plus de ça, l'une des entreprises emblématiques du pays, Samsung, traverse aussi un moment difficile. Tout d'abord, je crois qu'il est important de signaler que je ne me suis jamais rendu au pays du matin calme. Le pays du matin calme, c'est le surnom de la Corée. Que je ne parle pas le coréen et que je n'ai jusqu'à présent discuté que rarement avec des Coréens. De ce fait, les informations et les opinions exprimées dans ce discours proviennent uniquement de lectures. Et elles ne peuvent donc refléter qu'une compréhension limitée et partielle de ce pays lointain et ne sauraient se révéler tout à fait représentatives de la réalité. Donc c'est un simple avertissement pour vous montrer que c'est quelque chose que je connais de manière très superficielle. Commençons par un aperçu général du pays. Le nom officiel de la Corée du Sud est République de Corée. Sa population est d'environ 51 millions d'habitants. Sa superficie est d'à peu près 100 000 km². C'est une péninsule entourée par la mer Jaune, à l'ouest, qui la sépare de la Chine, et par la mer du Japon et le détroit de Corée, à l'est et au sud, qui la séparent du Japon. Le pays est coupé du reste du continent asiatique par son frère ennemi, la Corée du Nord. Et la monnaie du pays est le won. Le won. La capitale est, comme vous le savez, Séoul, une ville ultra-moderne et très dense, peuplée d'une dizaine de millions d'habitants. Elle se trouve au nord-ouest du pays, près de la frontière. En ce qui concerne la langue coréenne, certains rapprochent cette langue, ainsi que le japonais, de la famille des langues altaïques, qui sont composées entre autres par les langues turques. Toutefois, cette hypothèse n'est pas prouvée, et rattacher le coréen et le japonais à des familles linguistiques est un exercice qui continue de donner lieu à controverses chez les spécialistes de ce domaine. Il convient de noter que ces deux langues, donc le coréen et le japonais, ne sont pas du tout intelligibles entre elles. En ce qui concerne l'écriture, des idéogrammes d'origine chinoise, le système Hanja fut employé jusqu'au début du XXe siècle. Les Coréens utilisent depuis lors un alphabet plus simple, appelé Hangul, qui avait déjà été élaboré au XVe siècle. Pour information, la Corée doit son nom au royaume antique de Goguryeo, et le Goguryeo était l'une des premières entités politiques formées dans la région. Au cours de son histoire, l'influence de la Chine voisine a été forte. Le confucianisme et le bouddhisme ont ainsi fait leur apparition. Et plus tard, la Corée servit ensuite de relais pour la diffusion de la culture chinoise au Japon. On se situe ici au 1er siècle de notre ère.
Pour ne pas trop nous étendre sur la longue histoire de la Corée, nous passons à toute vitesse au XVIe siècle. On note à cette époque que le pays connaît des guerres navales contre les Japonais, qui exercent des activités de piraterie et mènent des raids chez les Coréens. Ces derniers, pour se défendre, vont jusqu'à inventer des prototypes très précoces de navires cuirassés, les bateaux tortues. À présent, nous faisons un autre bond dans le temps pour arriver aux abords du XXe siècle. En 1894, une guerre oppose la Chine et le Japon concernant le contrôle de la Corée. À la suite de la victoire du Japon, la péninsule coréenne subit une colonisation par les Japonais. Les îles Tokyo ou Takeshima restent d'ailleurs disputées avec le Japon depuis cette époque. Et ceci m'amène à une époque qui nous est probablement plus familière. C'est l'époque où la Corée a été divisée en deux. Donc, qu'est-ce qui a mené à la partition de la Corée ? Comme vous le savez, le Japon a été une puissance de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la suite de la défaite du Japon, la Corée a été divisée au niveau du 38e parallèle, donc c'est le niveau de la latitude, entre une zone d'influence communiste au nord et une zone d'influence américaine au sud. Au terme d'une terrible guerre, la guerre de Corée, qui a été livrée entre 1950 et 1953, le pays a été divisé en deux. Cette guerre a opposé des armées du monde entier et le rapport de force a basculé à plusieurs reprises. Donc à certains moments, les forces communistes sont arrivées presque au bout de la péninsule, puis les forces sud-coréennes et américaines ont repris du terrain, il y a eu des va-et-vient. Au terme de cette terrible guerre, le pays a finalement retrouvé une certaine forme de paix. Si je parle d'une certaine forme de paix, c'est parce que la paix n'a pas été formalisée et donc le cessez-le-feu reste assez fragile entre, d'un côté, la Corée du Nord, dont le nom officiel est République populaire démocratique de Corée, qui est une dictature communiste qui a été appuyée d'abord par l'URSS et de plus en plus par la République populaire de Chine, et de l'autre côté, la République de Corée, parrainée par les États-Unis. D'une certaine manière, la situation est comparable à la division qui a existé entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam pendant une partie de la guerre froide. On peut aussi comparer ça à la situation entre le Yémen du Sud et le Yémen du Nord, même si c'est un peu plus obscur. Et aujourd'hui, les deux républiques de Corée continuent de revendiquer la souveraineté sur l'ensemble du territoire de la Corée. À la frontière entre ces deux pays, qui est une frontière longue de 238 km, il existe une zone démilitarisée. Elle est très bien connue sous le sigle anglais de DMZ, Demilitarized Zone. Toutefois, cette zone porte mal son nom, car au-delà de cette zone tampon de 2 km des deux côtés de la frontière, de très importants effectifs militaires sont stationnés et sont sur le qui-vive. 28 500 soldats américains sont à ce jour stationnés en Corée du Sud. Je vous ferai l'économie de l'état des relations entre les deux Corées, mais pour faire bref, on pourrait dire que malgré de timides rapprochements dans les années 1990 et 2000, la situation s'est tendue à nouveau ces dernières années à cause principalement de difficultés économiques et d'une course à l'armement nucléaire au nord. Il ne s'agit toutefois au départ que d'un même peuple qui parle la même langue et partage un héritage commun, du moins jusqu'au milieu du XXe siècle, comme on l'a vu. Depuis cette époque, ces deux camps ont choisi des destinées opposées et évoluent de manière très divergente. Cela n'empêche que les transfuges nord-coréens qui fuient au sud peuvent relativement bien s'intégrer, ils parlent déjà la langue, même s'ils doivent suivre un stage de réinsertion où ils peuvent s'acclimater en douceur à la réalité de la vie du côté sud. Alors depuis la guerre de Corée, la Corée du Sud a tout d'abord été dirigée par Syngman Rhee entre 1948 et 1960, qui s'est imposée de manière de plus en plus autocratique avec le temps. Et le véritable avènement de la démocratie a été relativement tardif,
puisque les premières élections à scrutin libre sont arrivées en 1987. La République de Corée a ainsi été admise à l'ONU au début des années 1990. Étant donné la guerre froide, il y a eu beaucoup de blocages, et d'ailleurs, par exemple, Taïwan a toujours un statut très particulier à ce niveau-là. Et le système politique en Corée du Sud est une république parlementaire monocamérale. Le pays a été dévasté par la guerre, très appauvri aussi, et par la suite, il a bénéficié tout d'abord d'une aide économique importante des États-Unis, puis à partir des années 1960, la Corée du Sud a connu un développement rapide, avec une politique basée sur les exportations. Il constitue avec Hong Kong, Taïwan et Singapour les 4 dragons asiatiques, ces économies qui ont amorcé un net essor dans les années 1980. La Corée du Sud s'est ainsi spécialisée dans la fabrication de téléviseurs notamment. D'autres secteurs de premier plan dans l'économie coréenne sont plus généralement l'électronique, mais aussi la construction automobile, la construction navale et le transport maritime. Une particularité de l'économie sud-coréenne, ce sont les chaebol, qui sont d'énormes conglomérats d'entreprises. Parmi ces fleurons de l'économie coréenne, on peut reconnaître des noms tels que Samsung, Hyundai et Daewoo. Le produit intérieur brut du pays dépasse les 1400 milliards de dollars américains et le PIB par habitant était en 2014 de 28 100 dollars américains par personne, forcément. Et la Corée du Sud est la 11e économie la plus importante du monde. Donc on voit là que malgré des dévastations terribles au terme de la guerre de Corée, le pays s'est largement reconstruit au terme de nombreux efforts, bien sûr. Il faut souligner l'enseignement de qualité qui est dispensé en Corée du Sud. Les écoliers sud-coréens travaillent extrêmement dur sur leur banc à l'école et continuent de longues heures à étudier, rentrer une fois chez eux. Le pays se classe depuis plusieurs années au sommet du classement PISA, mais peut-être au prix de trop grands sacrifices pour des écoliers qui sont souvent surmenés. Maintenant que ce topo de la Corée du Sud est fait, passons aux faits marquants de l'actualité concernant ce pays, miné depuis quelque temps par une avalanche de scandales. Peut-être que je vais faire une pause ici, parce que ça fait depuis à peu près 12 minutes que le discours a commencé. On peut reprendre après la pause.